Monsieur Audureau. Gérard Audureau, président de l'association Les Droits des Non-Fumeurs et secrétaire général de l'Alliance contre le tabac. Un seul ennemi, le tabac. La cigarette électronique peut permettre de s'en sortir et il faut valoriser son action. En contrepartie, il faut le faire en sachant ce que l'on fait et en évitant de nuire à ceux qui ne sont pas concernés par la cigarette électronique et en évitant de nuire également à la lutte contre le tabagisme d'une manière générale. Aux questions qui ont été posées, vous avez les réponses que je dirais traditionnelles, puisque en gros, c'est du positif surtout, sauf qu'on a beaucoup de problèmes avec un manque sérieux de références et avec un manque sérieux également de contrôle. Donc, nous restons en tout cas dans l'expectative sur une partie de ces questions. Par contre, quant à la possibilité de fumer dans les lieux à usage collectif, c'est non. Et c'est clairement non, parce que nous avons vécu pendant 30 ans avec du tabac dans tous les lieux collectifs, et il a fallu 30 ans pour s'en sortir. On ne va pas rentrer dans une nouvelle forme de pas de tabagisme, mais de gêne procuré. Si tout à l'heure, en sortant, vous avez constaté les nuages qui existaient à l'extérieur, avez-vous imaginé ce que ça aurait été en fumant tous ici la cigarette électronique? Ça aurait été invraisemblable. Divapotant. Oui, c'est la même chose. Ça en fait partie. Les débats personnels, enfin les débats, les échanges seront dans quelques minutes. Un peu de calme. Oui, alors la cigarette, l'e-cigarette, il faut faire très attention également au marketing du tabac qui est utilisé pour l'e-cigarette. Vous le constatez, et notoirement par l'image du centre, cette jeune femme qui, dans une pose très agréable, montre qu'elle prend un plaisir infini et on ne peut pas distinguer si c'est une cigarette ou si c'est une cigarette électronique. Diapo suivante, si vous voulez bien. Alors là, c'est très grave parce que, du point de vue de tout ce qui a pu se faire jusqu'à maintenant, les codes du tabac sont repris systématiquement dans la publicité pour les cigarettes. Vous voyez chaque fois des images couplées. La première, c'est une image vintage des années 60, 50-60, et la seconde, c'est à peu près la même, mais qui correspond à des cigarettes électroniques. Là, dans le deuxième cas... Comment ? Oui, mais c'est possible. Mais c'est un danger également auquel il faut faire face. On ne peut pas laisser la cigarette électronique entre les mains des fabricants de tabac et gérer de la manière dont elle est gérée. Donc la deuxième, c'est la même chose, c'est par couple chaque fois, et la troisième de la même manière. Ce sont des images de l'époque qui sont reprises par l'industrie du tabac pour valoriser la consommation de la cigarette électronique. Et là, c'est grave et c'est dangereux. Je trouve tout à fait odieux que l'on puisse se permettre de dire que pour sauver l'humanité, il faut envoyer de la fumée ou de la vapeur, comme vous voulez, sur un bébé dans un berceau. C'est absolument odieux. Image suivante, si vous voulez bien. Là, il s'agit d'une image que vous avez déjà vue tout à l'heure, présentée par Aurélie Lermenier, et dans laquelle il y a, en dernière colonne, les pourcentages de personnes qui fument et vapotent en même temps, de celles qui se contentent de fumer et de celles qui vapotent uniquement au sein des plus jeunes. Il se trouve qu'il y a 200 000 jeunes qui rentrent chaque année dans le tabac. Dans ces 200 000 jeunes, vous en avez donc 120 000 qui rentrent dans le tabac et la cigarette électronique en même temps. Vous en avez 40 000 à peu près qui rentrent dans le tabac uniquement et 40 000 qui rentrent dans la cigarette électronique uniquement. Si ces chiffres-là n'évoluent pas positivement, c'est-à-dire si on n'arrive pas à avoir un remplacement du fumeur par le vapoteur, je critique
toutes les études qui sont faites et qui tendent à nous dire que ça n'est pas une porte d'entrée. Mais je n'ai pas de réponse à cette question. Et il faudrait que l'OFDT continue ce type d'études et arrive à nous prouver qu'effectivement, il y a régression. Et là, à ce moment-là, je saluerai effectivement le fait qu'on ne rentre pas dans le tabac par la cigarette électronique, mais je ne peux pas l'affirmer aujourd'hui. Image suivante. Voilà, alors donc on a maintenant cette nouvelle forme de vapotage qui est le power vaping. Power vaping. Bon, on sait qu'en général, il n'y a pas de nicotine dans le power vaping, mais il y a une évolution qui est faite. Il faut arriver à la suivre. On est toujours en retard sur ces évolutions. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est nécessaire qu'on exerce un contrôle permanent sur l'évolution de la cigarette électronique. Et vous êtes là pour le faire. Image suivante, s'il vous plaît. Il n'y en a plus. Et donc, ce que je peux dire en tout cas, c'est que je suis à 100% pour que la cigarette électronique arrive à remplacer la cigarette. J'ai été, au sein de l'Alliance contre le tabac, le seul, dès 2006, à affirmer que c'était une invention géniale, mais qu'il fallait éviter qu'elle soit détournée de son objectif principal. Et il m'a été répondu, parce que je suis le seul, ou presque, à ne pas être médecin de l'Alliance, m'a été répondu que c'était un épiphénomène. J'ai donc questionné à la fois la FSAPS et la DGCCRF, donc vous savez ce que c'est la NSM maintenant, et c'est le contrôle de l'Association française de contrôle oui, la GCCRF. Et donc les deux ont été questionnés et j'ai eu des réponses. J'ai essayé d'inciter les pouvoirs publics à réguler, à faire en sorte qu'ils prennent conscience de l'existence, de la bonne possibilité d'évolution de la lutte contre le tabac, mais également des dérives qu'il fallait éviter. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous êtes tous là maintenant et on vous a tous écoutés. Moi, je vous suis depuis quelques années, notamment Monsieur Dotzenberg, et beaucoup ont fait la girouette pendant des années. Pendant longtemps, M. Dotzenberg a mis du temps à venir rallier la cause et comprendre ce que c'était que la vape. Pourquoi, au jour d'aujourd'hui, on arrive en date butoir avec l'application de la TPD et on se réveille seulement maintenant? De votre part, à vous. Votre nom, pardon. Franck Ritz. Et votre fonction Je fabrique des liquides. Pardon? Je fabrique des liquides. Ah ben, je ne sais pas, M. Dotzenberg, vous êtes agressé, répondez. Non, c'est une question. Je résume. J'en renverse mon eau. Moi, j'ai commencé à m'occuper de la vape en décembre 2002, où on a commencé à faire un rapport. On s'est quand même pas mal bagarré. Si on n'avait pas été là, le nicotine serait un médicament maintenant. Tous les lobbies à Bruxelles avaient réglé le problème. La nicotine et la cigarette électronique étaient un médicament. On s'est battu pour que ce ne soit pas un médicament. Toutes les décisions que j'ai pu prendre depuis, en sachant que je change d'avis, par exemple pour les enfants, moi j'avais très peur que ce soit un produit d'entrée, maintenant j'ai plus peur. Mais je change d'avis parce que je l'ai fait et tout ce que j'ai appris pour les consommateurs, j'ai ouvert en 2003 une consultation de e-cigarette à la Pitié-Salpêtrière et je disais à tous les gens qui venaient me voir, vous venez pour m'instruire parce que moi j'y connais rien, parce qu'il n'y a rien dans les livres, et monsieur les consommateurs, et faites l'éducation, j'ai besoin de votre éducation. Et après on change un petit peu d'avis, mais il faut rester prudent non plus, parce que c'est pas le rapport qu'on a fait qu'on a remis à la ministre. La première fois que la ministre a parlé, elle a dit j'ai demandé un rapport, ça a ouvert 25% de boutiques en plus, et quand on a remis le rapport, ça a doublé le nombre de boutiques dans le mois qui suivait. Donc ça veut dire que quand on donne un rapport en disant faut être prudent, faut faire attention, les gens sont rassurés, les gens veulent un code de la route, et la démarche qu'on fait à l'AFNOR, c'est la même chose. On veut des produits qui soient des produits les meilleurs possibles compte tenu de ce qu'on sait. On accepte la gestion du risque, mais le boulot, c'est de diminuer le risque au maximum, et on fait du boulot aussi pour remettre les médecins dedans. Mais pour l'instant, la cigarette électronique, c'est un produit de consommation courante. Donc un produit de consommation courante, c'est aux consommateurs de consommer les produits de consommation courante. C'est pas aux autorités de dire, monsieur, il faut acheter des sucettes ou des carambars. Hein, c'est votre boulot. Hein. Sauf qu'on a perdu beaucoup de temps, et là maintenant, l'Europe a décidé pour nous.
Non, non, Voilà. l'Europe a décidé, par exemple, ce qui est sorti du vote de l'Union européenne, c'est que ça faisait seulement 1 millilitre les trucs. J'étais me battre avec la commission, les gens de la... J'avais devant les 8 personnes de la commission, Michael Scheder et les autres, on est passé à 2 millilitres. Et puis maintenant, par une chose trappe, le texte a évolué et les 2 millilitres du tank, maintenant, sont réservés au système clé en main. Par contre, pour le remplissage, ça a disparu. Donc, par rapport à... Les députés ont été floués. Les députés ont voté 1 millilitre maximum pour tout, et maintenant c'est 2 millilitres pour les tanks pré-remplis, et les autres, il n'y a rien. Donc il y a des progressions qui sont faites aussi, mais il y a aussi des progressions techniques, il faut rester prudent. Quand on discutait avec Daniel Thomas, quand vous voyez vapoter dans la cour avec vos systèmes qui dépensent 20 millilitres par jour, vous, comme fabricant, vous êtes content de voir qu'on consomme autant, qu'on en met un peu partout. J'ai été vapoteur avant. Ça finit par faire un peu concert de pifloï, quoi. Oui, je voudrais compléter ton propos, Bertrand. Ce n'est pas nous qui avons empêché que la nicotine soit prise par Big Pharma. C'est Big Tobacco qui, la veille où la Commission devait décider, a fomenté une manifestation de buralistes qui sont le bras armé des cigarettiers, qui ont fait qu'il y a eu un statu quo. Et quant à la transposition de la directive européenne, eh bien, il faut faire notre mea culpa et dire que les cigarettiers ont toujours un coup d'avance et ils ont prévu que ça tournait mal pour eux et ils ont influencé l'Europe, qu'ils ont sous leur coupe, soyons clairs. Hein. Il faut appeler un chat et rouler un fripon, comme disait Boileau. Ils ont la Commission européenne, les députés européens sous leur coupe, et ils ont fait prendre cette directive et maintenant on est un peu ficelé. Je m'appelle Marie-France Corr, je suis consultante auprès de l'Institut national de la consommation. Ma question, elle s'adresse à vous, mais elle s'adresse aussi aux gens qui sont dans la salle. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus d'études d'intervention ? Puisqu'on fait l'hypothèse que ça marche plus ou moins bien. Donc ce qui serait bien maintenant, c'est de se demander comment faire pour que ça marche mieux. Et les fabricants qui sont structurés en fédération professionnelle pourraient tout à fait lancer ce type d'études qui permettrait de concilier vos savoirs d'addictologues et de professionnels de santé et les leurs, de façon à voir quelles sont les modalités qui permettent d'avoir le sevrage tabagique ou la substitution, puisque finalement on a quand même beaucoup d'études sur les risques, on a beaucoup d'études sur les pratiques, enfin pas mal, et voilà. Votre question s'inscrit dans un contexte plus général. Comment expliquer le désintérêt massif, majeur, récurrent de la puissance publique et, je le dis même au risque d'être démenti, par les principaux organismes en charge de recherche en charge de la santé publique sur un phénomène aussi massif que celui dont on parle? Il y a là quelque chose de proprement, enfin de mon point de vue, proprement ahurissant. Surtout quand on le replace dans le contexte plus général de ce qu'a pu être la dimension politique de la politique de réduction des risques. Il y a là, face au tabac, alors je sais, il y a la schizophrénie, Bercy, etc., mais c'est pas un élément qui permet de comprendre complètement. Je comprends pas la frilosité, si on peut le dire comme ça, d'une ministre de la Santé pour embrayer sur cette question aussi massive que celle-là. Il y a là aussi un symptôme du décalage, me semble-t-il, majeur entre ceux qui nous gouvernent et nous qui sommes gouvernés. Enfin bon, je ne veux pas non plus apparaître comme trop populiste, donc je me tais. Moi, je vais faire très court. Donc, on est tous d'accord sur le constat, sur le bienfait de la cigarette électronique, sur le fait qu'il faut une mobilisation forte du public pour changer les mentalités, notamment les politiques. Je pense qu'on n'est pas plus con que les débits de tabac. Je pense qu'on pourrait se mobiliser. On le prouve ici, on est déjà pas mal. Pourquoi ne nous mobilisons pas devant, par exemple, Bercy, la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines? J'ai l'impression que ça nous fait peur à chaque fois, dès qu'on... Je sais pas pourquoi on ne le fait pas, et mobilisons-nous et faisons entendre notre voix, puisque chacun de vous dit la même chose. Les politiques ne nous suivront pas tant qu'il n'y a pas une mobilisation publique importante. Et moi, je trouve qu'on est déjà beaucoup ici. Mademoiselle. Oui, j'ai 2 questions là, en fait, d'auditeurs qui nous écoutent sur le live qu'on est en train de retransmettre de ce sommet, dont un qui sont ensemble contre le cancer et qui demandait en fait
qu'est-ce qui avait été fait pour tous ceux qui sont déjà atteints d'un cancer du poumon, comment on pouvait mieux conseiller ces patients, comment on pouvait les amener à passer à la cigarette électronique, parce que pour eux c'est aussi difficile d'arrêter notamment directement le tabac qui sont malades. Et la deuxième question qui est totalement différente, hein, je suis désolé, je vous fais les deux questions qui sont très différentes, qui était à propos de l'interdiction de promotion de la cigarette électronique. Qu'est-ce que vous pensez sur les forums de discussion autour de la cigarette électronique qui guident les vapoteurs ou les futurs vapoteurs, puisqu'on sait très bien que c'est un produit complexe, énormément de produits, et qu'on a besoin d'être guidé dans ses choix. Et donc ces espaces de discussion font aussi ce succès de la cigarette électronique, qui sont très très importants pour nous les vapoteurs. Donc je vais juste compléter, donc je vais en profiter. Donc je suis Antoine Dutch, je travaille à l'Institut national du cancer, donc parfait déjà pour répondre à la première interrogation sur les patients atteints de cancer. L'INCa vient de sortir des préconisations et vraiment des recommandations à destination des professionnels de santé pour systématiser l'arrêt de leurs patients. Et bien sûr, on ne décourage pas, on dit aux professionnels de santé d'encourager la substitution, et dont la cigarette électronique. En tout cas, on est dans le pragmatisme et qu'on veut que les gens arrêtent de fumer, et c'est ça l'importance. La deuxième précision, je tiens quand même à beaucoup plus nuancer les propos extrêmement un peu négatifs qu'on entend sur, notamment de Jean Yvenot qu'il a eu sur les agences de santé et sur le ministère de la Santé sur la cigarette électronique. En tout cas, moi je tiens à préciser qu'il y a une vraie prise de conscience. Donc l'INCa est quand même une co-agence, 50% ministère de la Santé, 50% ministère de la Recherche, et qu'il y a eu énormément de financement. En tout cas, il y a eu un appel à projet avec une grande dimension où la cigarette électronique était à l'axe majeur, et il y a eu des financements cette année. Après, c'est le niveau des qualités, mais on finance des cohortes exactement tout ce que vous avez un peu dit, ce que vous avez besoin comme données. Cette prise de conscience, elle est complètement, elle est conscientisée justement par les agences, et on est en train de financer de la recherche. On a une programmation de recherche sur ça. Mais c'est une prise de conscience tellement silencieuse que je me permets de m'en étonner, c'est tout. C'est juste une suggestion. Est-ce que Mme McNeil aimerait, en deux commenter ce qu'elle entend, comment avec son regard, son savoir britannique, comment est-ce qu'elle regarde les échanges francophones que nous pouvons avoir. Est-ce qu'elle a l'impression que nous sommes très en retard par rapport à la prise de conscience britannique, ou que, tout compte fait, on est à peu près avant que nous nous séparions au sein de l'Union européenne? Est-ce que vous pourriez nous dire Madame McNeil m'a dit qu'un parterre comme ça, avec que des mecs, ce ne serait pas autorisé au Royaume-Uni. Alors, à notre décharge, Michel Delaunay a préféré Macron à Bordeaux plutôt que de venir ici, et s'est annulé au dernier moment. Et Anne Borgne également s'est annulée pour le RESPAD. Anne McNeil. Thank you. I feel a weight of responsibility on my shoulders. I think you are a bit late because we have had 3 such national summits in England where we have had the opportunity to bring vapers together with academics and policy makers. However, I think you can move very quickly. Alors, elle pense que nous sommes un petit peu en retard parce qu'il y a déjà eu 3 sommets sur la cigarette électronique en Angleterre, et nous n'en sommes qu'au premier, mais que ce retard pourrait être rattrapé et que les études qui sont menées en Angleterre et celles qui sont menées en France parviennent quand même à des conclusions assez similaires. We had a consensus document where a number of agencies came up with a very similar.